Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui nous allons étudier René Descartes, et en particulier le projet cartésien, la recherche d'une science universelle. Le projet cartésien, la recherche d'une science universelle. La philosophie en France pendant la Renaissance est encore assez mal connue, et il est donc difficile de connaître avec précision les influences philosophiques qu'a reçues Descartes. On trouvera ci-dessous quelques éléments de contexte permettant d'explorer des pistes. Quand Descartes commence à s'intéresser aux sciences, la domination de l'aristotélisme et de la métaphysique scolastique commence à être discutée. Certains soutiennent par exemple que Descartes a été influencé par la méthode du doute du théologien Pierre Charon, qui s'est démarqué de la métaphysique qu'il jugeait trop spéculative. Il y a au XVIIe siècle, une résurgence certaine des courants philosophiques du stoïcisme, de l'augustinisme et du scepticisme, plus particulièrement en ce qui a trait à l'influence de Montaigne, qui constitue à cet égard une figure représentative du doute et du scepticisme qui anime l'époque. Le doute sceptique est une question qui intéresse son siècle. On a conscience de ne pas posséder une vérité indubitable, surtout dans le domaine des mœurs et des opinions, mais on la cherche. Le cheminement vers le doute s'oriente vers la vérité. Les idées de la fraternité de Rose-Croix étaient aussi très répandues en Allemagne et en France autour des années 1620. Par ailleurs, la controverse ptoléméo-copernicienne sur les deux systèmes du monde, géocentrisme contre héliocentrisme, fait rage dans le milieu scientifique et religieux, voire révolution copernicienne. Les thèses héliocentriques font leur chemin. Elles remettent en cause certains fondements de la religion chrétienne. En effet, quelques passages cosmologiques de la Bible, interprétés littéralement, laissent entendre que la Terre est immobile. Les systèmes d'Aristote et de Ptolémée décrivaient aussi la Terre fixe au centre de l'univers. Il n'est pas possible de débattre tout à fait librement de l'héliocentrisme depuis l'interdiction de 1616 par l'Église. Galilée, célèbre partisan de la doctrine héliocentrique, après avoir convaincu une partie des autorités de l'Église, est finalement condamné à l'emprisonnement en 1633, par un tribunal ecclésiastique. Son ami le pape Urbain VIII, commut sa peine en assignation à résidence. Descartes avait écrit en 1632-1633 un traité du monde et de la lumière, dans lequel il défendait la thèse héliocentrique. Il apprit en 1633 la condamnation de Galilée, puis il reçut en 1634 de son ami Beckmann, le dialogue sur les deux grands systèmes du monde, le livre qui valut à Galilée sa condamnation. C'est la raison pour laquelle il renonça à publier son traité du monde et de la lumière. Pensant que Galilée avait manqué de méthode pour défendre la thèse de l'héliocentrisme, il préféra s'orienter vers une carrière philosophique. Avec Descartes, les outils mathématiques permettent le développement d'une science nouvelle, la dynamique, issue de l'astronomie et de la physique. Les sciences deviennent des disciplines autonomes, qui se passent de la métaphysique. L'école scolastique a manqué sur les questions d'observation, elle est discréditée. C'est la révolution copernicienne. Descartes, avide de connaissances, s'interrogea sur la place de la science dans la connaissance humaine. Il approuvait le projet de Galilée de rendre compte de la nature en langage mathématique, mais il lui reprochait son manque de méthode, d'ordre et d'unité. Toute la philosophie cartésienne aura pour préoccupation constante de ramener l'étude d'objets particuliers à quelques principes premiers, dont le fameux cogito ergo sum. Dans son projet d'ouvrage sur les règles pour la direction de l'esprit, 1629, Descartes avait fait l'inventaire de nos moyens de connaître, et avait privilégié l'intuition et la déduction, sans négliger l'imagination et la mémoire, règle 12e. Après le procès de Galilée, le projet philosophique de Descartes se présente alors en trois étapes principales correspondant aux trois œuvres suivantes. Discours de la méthode, 1637.
Descartes commença donc par élaborer une méthode qu'il voulait universelle, aspirant à étendre la certitude mathématique à l'ensemble du savoir, et espérant ainsi fonder une science universelle. C'est l'objet du discours de la méthode, 1637. Il affirme ainsi que l'univers dans son ensemble, mis à part l'esprit qui est d'une autre nature que le corps, est susceptible d'une interprétation mathématique. Tous les phénomènes doivent pouvoir s'expliquer par des raisons mathématiques, c'est-à-dire par des figures, et des mouvements conformément à des lois. Descartes juge la méthode scolastique trop spéculative, déclarant dans le discours de la méthode, 6e partie, au lieu de cette philosophie spéculative, qu'on enseigne dans les écoles, on en peut trouver une pratique, par laquelle, connaissant la force et les actions du feu, de l'eau, de l'air, des astres, des cieux, et de tous les autres corps qui nous environnent, aussi distinctement que nous connaissons les divers métiers de nos artisans, nous les pourrions employer en même façon à tous les usages auxquels ils sont propres, et ainsi nous rendre commaîtres et possesseurs de la nature. Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui nous allons étudier René Descartes, et en particulier le projet cartésien, la recherche d'une science universelle. Le projet cartésien, la recherche d'une science universelle. La philosophie en France pendant la Renaissance est encore assez mal connue, et il est donc difficile de connaître avec précision les influences philosophiques qu'a reçues Descartes. On trouvera ci-dessous quelques éléments de contexte permettant d'explorer des pistes. Quand Descartes commence à s'intéresser aux sciences, la domination de l'aristotélisme et de la métaphysique scolastique commence à être discutée. Certains soutiennent par exemple, que Descartes a été influencé par la méthode du doute du théologien Pierre Charon, qui s'est